Les technologies citoyennes, ou civic tech en anglais, sont de plus en plus adoptées par les villes à travers le monde. Elles permettent peut-être d'améliorer l'engagement de la population dans les problématiques urbaines. Mais elles ne font certainement pas l'unanimité. Après avoir adopté une politique numérique en 2015, la ville de Genève devait alors convaincre la population de l'utilité des technologies citoyennes. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons examiné le développement des civic tech avec Christopher Lara et Jérôme Duberry. Aujourd'hui, ils se concentrent sur la population, leurs avis et leurs réticences. Est-ce que les civic tech contribuent réellement à une plus grande démocratisation de la gouvernance locale ? Continuez l'exploration avec Christopher et Jérôme dans cet épisode de Research at the Alper Hirschman Center on Democracy. Peut-être pour continuer sur les questionnements, les défis que présentent les technologies, qu'est-ce que vous auriez à répondre justement aux citoyennes et aux citoyens qui seraient contre toute utilisation du numérique dans la relation citoyen-État ? Comment les rassurer ? Est-ce qu'il y a des garde-fous qui sont mis en place ou qui seraient à mettre en place ? Alors il y a des réponses qui sont technologiques. Hein. Vous parliez de cette plateforme de participation citoyenne que l'on a mis en place, hein, participer.ge.ch. Alors n'hésitez pas à y aller, il y a toujours des consultations et des concertations. J'ai fait mon petit moment de pub. C'est une très bonne participation. Voilà. Plusieurs éléments pour répondre à votre question. La première chose, c'est que c'est un logiciel qui est open source. C'est-à-dire que le code peut être audité par n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas une boîte noire dans laquelle on se dit ouh là là, mes données, elles vont être transformées ou travesties. La deuxième chose, c'est que cette plateforme, elle est hébergée sur l'infrastructure de l'administration cantonale. Ce n'est pas hébergé sur les serveurs de Google ou Dieu sait où, et il se passe n'importe quoi. Donc, les données, elles sont hébergées avec le même professionnalisme et les mêmes garanties, par exemple, que les données fiscales des citoyens et des entreprises. D'autre part, pour aller sur cette plateforme, il faut créer un compte, mais c'est un compte où il faut juste mettre un email. Il n'y a aucun lien avec tout ce qui est e-démarche. Ça, ce sont des éléments techniques qui sont à même de rassurer les citoyens parce qu'on fait pas n'importe quoi avec les données. Et c'est aussi une plateforme qui a été développée à Barcelone par des universitaires, mais conjointement avec la ville de Barcelone, il me semble. Donc, elle a été utilisée par aussi beaucoup d'autres initiatives. Oui. Alors, on n'est pas en train de révolutionner l'Europe. C'est des choses qui existent déjà, notamment en Espagne. Ça existe beaucoup en France également. Ça existe dans les pays nordiques. En Suisse, qui est pourtant un berceau de la démocratie, ça a mis un peu plus de temps. Parfois, on est en avance sur certains aspects et sur d'autres, on est en retard. Donc oui, il y a des centaines de consultations qui se font de par l'Europe et également en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc ça fonctionne bien. Il y a d'autres garde-fous aussi. Participer.ge.ch fonctionne comme un forum. Donc il y a des propositions et les gens commentent ces propositions et puis d'autres personnes peuvent commenter vos propres commentaires. Vous avez la possibilité d'être notifié quand quelqu'un a rebondi sur quelque chose que vous avez mis. Et finalement, ça permet aussi d'avoir une modération qui se fait a posteriori par tout le monde. Il n'y a pas seulement par quelqu'un de l'administration. Donc tout le monde, tous les citoyens peuvent jouer un rôle de modération quand il y a des propos qui sont, je sais pas, xénophobie, racisme ou bien du prosélytisme quelconque. Les gens peuvent intervenir. Et c'est une manière pour l'administration de dire, nous on fait confiance aux citoyens. Vous pouvez déposer quelque chose. Nous on va pas d'abord le valider avant de le publier. C'est-à-dire, ça sera regardé après coup pour s'assurer que ça ne contrevient pas à toute une série de règles éthiques et légales. Et donc voilà, on fait ça. Et l'idée, toujours, c'est de construire une relation sur du long terme. Et donc ça se construit petit à petit, comme avec un ami, comme avec un conjoint ou avec une entreprise ou même avec son coiffeur. On construit
pour du long terme. Merci Christopher. J'en profite aussi pour préciser que la plateforme participer.ge.ch qui est open source, justement on peut faire la différence avec d'autres plateformes qui ont été développées, des plateformes de Civic Tech, qui ont été développées et utilisées ces dernières années. Je pense par exemple au Grand Débat ou au Vrai Débat en France, qui sont en fait des consultations citoyennes basées sur une plateforme qui, elle, était propriétaire, qui appartenait à une entreprise. Donc là, c'est très différent du coup, participer.ge.ch, puisqu'elle est ouverte à tout le monde. Peut-être maintenant, si on prend un peu plus de recul et on considère cette fois-ci l'innovation au sens large, quels seraient les éléments moteurs et les freins à l'innovation que vous avez pu rencontrer? Alors, en effet, on va reprendre un peu d'hélicoptère. Alors, en termes d'innovation, on va pas se lancer dans la définition de l'innovation parce que je pense que ça fera peut-être l'objet d'un deuxième podcast ou un deuxième épisode. Juste préciser que dans ma vision des choses, il y a des innovations incrémentales, les petites choses que l'on met en place de manière très sectorielle, mais qui sont un peu innovantes, où on a utilisé une idée de quelque part d'autre pour améliorer les choses et résoudre un problème. Et puis après, à l'autre bout du spectre, il y a des innovations de rupture, où cette fois, il y a un énorme changement, comme par exemple Amazon a pu le mettre. Et entre deux, eh bien, il y a toute une série de choses. Et puis, dans l'autre axe, en quelque sorte, eh bien, il y a des innovations qui sont plutôt dans le domaine sociétal, il y en a qui sont dans le domaine organisationnel, procédural, etc. Maintenant, l'innovation, dans mon expérience et selon mes lectures, en fait, il y a toujours des gens qui sont au départ d'une innovation. Le moteur, c'est les gens. Si soit ils l'imaginent, soit ils la testent, soit ils l'améliorent, soit ils la mettent en œuvre, mais il y aura toujours des humains qui seront là derrière. Et donc, pour moi, l'élément moteur pour mettre en place une innovation, c'est de créer des conditions cadres qui permettent à des citoyens ou des collaborateurs, c'est égal, enfin à des humains, ces conditions cadres où l'innovation, elle peut démarrer. On parle toujours, et on le cite souvent, c'est l'exemple de Google qui donne du temps, qui octroie du temps officiel pour innover au sein de l'entreprise. C'est des choses de ce type-là dont je parle. À l'Office cantonal des systèmes d'information du numérique, l'OCSIN où je travaille, Genève Lab, on a mis en place un challenge innovation. Donc, on avait octroyé du temps libre sur 6 mois. Donc, on n'est pas en train de parler de semaines entières, hein, mais d'un certain nombre de jours sur 6 mois, à des équipes qui étaient autoconstituées et qui se sont emparées d'un problème qu'elles avaient envie de résoudre. Et j'ai vu des choses extraordinaires, vraiment hyper intéressantes. Eh bien, sur les 4 équipes, il y a 2 propositions d'innovation, puisqu'ils ont été jusqu'à réaliser des prototypes, qui se sont transformés dans des projets concrets qu'on est en train de mettre en place. Alors, c'est pas des révolutions énormes, mais au sein de l'administration, c'est non seulement ça va nous permettre d'être plus efficients, de mieux utiliser les deniers publics, mais également c'est la preuve que les gens, si on leur fait confiance, qu'on leur donne du temps, des conditions, ils peuvent commencer à créer des choses. Donc, pour moi, le point important, c'est vraiment les conditions cadres qui permettent aux équipes, aux collaborateurs, de se mettre ensemble et d'imaginer quelque chose. Et à l'OCSIN, on est en train d'aller encore un peu plus loin. On est en train de définir une politique d'innovation pour notre office, pour que ça puisse s'exercer. Et c'est vraiment au-delà de la technologie, parce que on est vraiment baigné dans la technologie continuellement. C'est une affaire de posture, c'est une affaire de méthode de travail différente, c'est une affaire d'impliquer les bénéficiaires, mais le plus en amont possible dans le projet. Dès le début, on va travailler avec eux. C'est ce qu'on fait pour d'autres offices au sein de l'administration qui vont rencontrer des citoyens pour améliorer les prestations. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on a sollicité des citoyens, eh bien ils répondent présents. Ils répondent présents. Ouais. Et
Je ne sais pas si c'est parce que c'était un des premiers ateliers qu'on organisait il y a 4 ou 5 ans. C'était comment dessiner la page d'accueil du site internet du nouveau site internet de l'État. Eh bien, à une table, il y avait une jeune femme de 17 ans. Et à côté d'elle, il y avait une dame plus âgée de 72 ans. Et elles étaient en train de travailler ensemble avec papier crayon pour dessiner cette nouvelle page. Et ça fonctionne. Donc, il y avait 2 générations, entre 2 presque. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et les résultats sont toujours de qualité et hyper intéressants. Merci Christopher. J'aime particulièrement le fait que vous mettiez l'humain au cœur de l'innovation et pas seulement dans les mots, mais également dans les faits. Et je trouve ça vraiment un point important, surtout quand on parle de technologie. C'est pour moi un élément vraiment essentiel. Peut-être ma dernière question, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la relation citoyen-citoyenne-État avec ou sans technologie, et comment est-ce que vous auriez déjà des signaux faibles ou des éléments à nous partager? C'est une question difficile, Jérôme. Ça a été dit, ça a transpiré dans notre discussion. La technologie, c'est un outil qui est au service d'une relation. Et moi, l'avenir, parce que je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et qui construit, moi, je vois que c'est un avenir où il y a une confiance entre les deux. Cette confiance, elle est primordiale pour construire dessus. Et moi, j'ai un rêve de projet que j'aimerais bien qu'on puisse mettre en œuvre, parce que je pense que c'est presque l'aboutissement de l'empowerment dans cette relation citoyen-État. C'est un budget participatif. Ce qui vraiment m'épate, c'est la ville de Paris, qui ont mis ça en place depuis 2014. En pourcentage, c'est une petite part de leur budget d'investissement. Par contre, comme c'est une grande entité, ça représente des millions. Là où je trouve que c'est intéressant, parce que c'est que des citoyens peuvent proposer un projet qui, évidemment, ensuite, il est passé sous le filtre de la faisabilité technique, de la faisabilité légale, etc. Et si ce projet, il passe, et puis ensuite il est plébiscité par d'autres citoyens qui disent oui, ça c'est une bonne idée de réaménagement de cet endroit où on a besoin d'un mur d'escalade dans cette école, eh bien ça se fait. Et donc c'est le projet qui s'est fait tout de suite, quoi. Donc il y a un lien de causalité direct entre j'ai une bonne idée, je la propose, et hop, elle est réalisée. Et donc ça, c'est là, il y a véritablement un effet, je pense, motivant pour le citoyen. Il se dit mais ouais, moi j'ai eu un effet, j'ai pu faire ceci, et ça c'est fait, quoi. On n'est pas en train de passer par des intermédiaires qui sont on a élu des gens qui c'est des politiques qui ensuite vont gérer un département, et puis peut-être que voilà. Donc là, c'est vraiment direct. Et puis l'autre bénéfice que j'y vois, c'est que eh bien les agents du service public, les fonctionnaires, eh bien maintenant ils vont devoir rendre des comptes aux citoyens qui ont proposé le projet. Ils vont pas devoir rendre des comptes à leur hiérarchie. Et donc ça les met dans une posture qui est complètement différente, et peut-être redonner un peu plus de sens à leur travail, c'est de se dire ouais, moi je bosse pas pour mon chef, je bosse pour le citoyen qui m'a proposé ça. Donc ça veut dire derrière il y a toute une série d'outils, de reporting, de façons de communiquer qui vont devoir en découler. Alors en Suisse, je crois que la ville de Lausanne a commencé avec du budget participatif, timidement, mais ils se mettent dessus. Je crois que la ville de Genève commence aussi à faire deux, trois petites choses, mais on n'est pas encore dans des échelles similaires. Mais moi, je pense que c'est vraiment hyper intéressant, notamment pour l'État, mais également pour des communes. Parce que les communes, elles ont beaucoup plus de proximité, de par la géographie, de par les préoccupations avec les citoyens. Et donc, je pense que là, il y a un champ à explorer, à expérimenter. Ça va pas venir tout seul, mais il faut oser se lancer à l'eau, et puis annoncer qu'on se lance à l'eau, puis de dire soyons un peu indulgents, on essaye, on veut améliorer les choses. Et tout ça, je pense, d'annoncer qu'on va tester, eh bien c'est pas
un aveu de faiblesse, c'est simplement de dire on va tester, on va prototyper ensemble, et c'est toujours quelque chose qui va servir à construire la confiance que l'on veut avoir justement entre l'État et les citoyens. Donc, j'en appelle à mes vœux pour un budget participatif. Et même, je suis peut-être un peu long, mais ça peut même se faire au sein d'un établissement public d'enseignement, une école. Travailler sur ces civic tech, travailler sur la relation entre les citoyens et l'État, ça passe aussi par la formation et l'éducation. Et donc, il faut former les jeunes. Et à 10 ans, ils sont tout à fait capables de commencer à discuter entre eux et puis de s'impliquer dans la vie citoyenne. Merci beaucoup, Christopher. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de partager votre expertise et votre expérience. C'était absolument passionnant. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur les projets du Genève Lab, vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Au revoir Christopher et au revoir tout le monde. Au revoir Jérôme et merci beaucoup pour cette conversation. Ceci conclut ce double épisode sur les Civic Tech et leurs applications à Genève, mené par notre chercheur affilié Jérôme Duberry. Pour continuer votre exploration de l'actualité du numérique, vous pouvez le suivre sur Twitter sur le nom @duberryj.